sentais qu'il y avait un problème de communication. Je pensais même que Yvan était autiste. Maman? Il est né, il a commencé à raconter comme tous les bébés. Il a été élevé avec sa cousine. On n'a jamais rien remarqué, jamais. Tu es allée à la ferme, Sophie? Oui. Comme le médecin disait que tout allait bien, je crois qu'en tant que parent, on préfère se dire que tout va bien. Prends-le. Et je me rappelle même une fois, Yvan était sur le lit et je lui ai littéralement crié dans l'oreille. C'est abominable, j'aurais jamais dû faire ça, mais il n'empêche. J'avais quelque part, je devais avoir au fond de moi un doute quand même. Et bon, Yvan s'est mis à pleurer. Elle n'est pas dans le magasin, ta maman? Dessus? Ah, ça va. J'ai passé vraiment par toute une phase, je dirais, de doute où je me disais, mais si, il y a quelque chose, il ne doit pas entendre. Et puis mes amis me traitaient de folle en disant, mais non, tu l'aurais déjà remarqué beaucoup plus tôt. Et puis un jour, on a versé un tiroir de couvert juste à côté de lui. Bon, il n'a pas bronché. En nous intéressant aux enfants sourds profonds de naissance ou à ceux qui le deviennent lorsqu'ils sont tout petits, nous ne nous doutions pas que nous découvririons un domaine aussi passionnant et passionné, où deux mondes s'opposent avec certaine violence et où le corps médical est soumis à de virulentes critiques. Alors il faut bien prendre la mesure de l'immensité du problème. Être sourd, ce n'est pas seulement ne pas entendre la musique et les petits oiseaux. Être sourd, c'est ne pas entendre la parole, et donc ne pas apprendre à parler, ne pas pouvoir mettre des mots sur les choses, ni sur les pensées. Ne pas savoir lire, ne pas savoir écrire, ne pas savoir communiquer, ne pas savoir penser. Mais là, j'exagère, ça ne va jamais aussi loin. Le cerveau humain a des ressources extraordinaires et la prise en charge très précoce de ces enfants leur permet de développer d'autres modes de communication. C'est vrai que nos premières questions à nous, c'était quoi? C'est comment est-ce qu'on va pouvoir lui parler? Comment est-ce qu'il va pouvoir nous comprendre? Comment est-ce que moi, je vais le comprendre? Donc ça se passe tout de suite dans quelque chose de très, très intime, qui est la communication avec son propre enfant qu'on a l'impression de perdre. Et c'est ça, je crois, le gros de la douleur, c'est que on est là à quelque chose qui touche vraiment l'intimité d'un être et la relation d'une maman avec son bébé. Il est où, elle-mère? Oui. Souvent, les parents ont leur projet d'éducation d'un enfant et maintenant, ils doivent adapter ce projet à un enfant sourd. Donc, ils devront changer leur façon de communiquer. Et c'est clair que là, les parents ont souvent besoin d'aide et de soutien et d'encouragement et même de formation, je dirais, parce qu'habituellement, nous, on parle avec la bouche et on sait que c'est entendu, c'est reçu. Ici, il faudra vraiment apprendre à visualiser, je dirais, ce que l'on a envie de dire à l'enfant et encore le visualiser d'une manière codée. Oui, vous pouvez nous expliquer comment vous vous adressez à l'enfant? Alors, au niveau de l'enfant, je dirais, on a deux possibilités. Soit on part du côté des signes, soit, je dirais, on reste dans le registre du français. Alors, si on est dans le français, c'est clair que lorsqu'on parle, c'est uniquement les lèvres qui bougent. Et je dirais, l'enfant doit lire sur les lèvres et il fait ce qu'il peut avec son audition. Donc lui, pour recevoir les messages, il entend et il lit sur les lèvres. Alors ce que nous faisons, c'est que nous allons, je dirais, coder les sons qui sont trop ambigus, je dirais, parce qu'il faut savoir que dans la langue française, il y a des sons qui sont tout à fait identiques en lecture labiale. Si je prends main, bain, pain, on entend la différence, mais il n'y a pas de différence sur les lèvres. Donc, ça veut dire que l'enfant doit apprendre que ces trois mouvements-là, bain, main, pain, correspondent à trois mots différents. Donc, on va les coder. Vous pouvez nous les coder? Oui, je peux coder. Je peux faire main, bain, pain. Et à ce moment-là, l'enfant voit que le P est là, le M et le B. Et l'enfant, à ce moment-là, voit que ce sont trois mots différents. Je ne dis plus la même chose. En fait, ce qui se passe dans la tête d'un enfant entendant, c'est qu'il reçoit des sons, je dirais, qui se succèdent. Et au début, il ne sait pas que ce sont des mots que l'on dit, mais il repère des sons. Et petit à petit, je dirais, ces sons prennent sens. Il repère, par exemple, à un moment donné, il entend souvent dire « Papa, papa est à la maison, papa va revenir, va donner ça à papa ». Et lui, à un moment donné, il repère le mot « papa » qui correspond à la personne. Et en fait, l'enfant sourd doit faire la même chose. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il va chaque fois repérer dans les mots qu'on va dire « papa est là »,« papa vient »,« papa n'est pas encore là ». Il va repérer le mot « papa »
Et en fait, il va à ce moment-là associer ce mot papa à nouveau à la personne. Lui va faire le chemin visuellement, tandis que l'enfant entendant le fait au départ de ce qu'il entend. Montre, il va bien? La prise en charge précoce, c'est avant tout entrer en communication avec l'enfant. On met toujours le plus tôt possible des appareils auditifs qui amplifient d'éventuels restes d'audition et puis on voit si l'enfant a l'air de s'éveiller à la communication orale. Mais... Et regarde ici, lui. Bonjour. Bonjour. Sophie aime parler, regarde, essaye de reproduire ce qui se passe au niveau de la bouche, mais on sent chez elle, en tout cas, un support de l'audition. On sent qu'elle utilise son audition parce que si, par exemple, elle va dire « Oh, i !» Sophie, donc ça veut dire qu'elle entend certainement son « O » et son « I » et qu'elle essaye, en tout cas, elle est capable de le reproduire. Et elle va essayer après de complexifier et d'essayer de dire « Sophie ». Pour Émilie. Là? Pour Émilie. À Émilie. Pour Sophie. OK. Et à Émilie. Mais c'est vrai qu'on sent souvent au niveau des enfants une appétence, enfin, ça se marque très vite, les enfants qui sont attirés par tout ce qui est oral, qui regardent facilement la bouche, qui, en nous regardant, essayent d'imiter ou de reproduire ce que l'on fait avec les lèvres, je dirais, ou avec la voix, ou avec la bouche. Ceux-là, j'ai envie de dire, ils vont partir vers la parole. Et il y a des enfants chez qui, je dirais, on sent très tôt que c'est nettement plus laborieux, que ça ne se passe pas automatiquement. Là, on se dit qu'on aura plus de travail si on veut qu'ils arrivent à l'oralisation. C'est comme si ça ne se fait pas automatiquement, alors qu'il y a des enfants qui font ça presque spontanément. C'est en corrélation avec la profondeur de leur surdité ou bien pas? Pas toujours. Alors, tu donnes la balle? Non. Elle est où, la balle? Les signes que fait la logopède pour aider Sophie à lire sur les lèvres ne doivent pas être confondus avec la langue des signes, qui est tout à fait différente. Dans l'aide à la lecture labiale, c'est le français qui est codé. La langue des signes est une autre langue avec une structure et une grammaire différentes, tout comme le néerlandais a une structure et une grammaire différentes de celle du français. La langue des signes a été interdite pendant plus de 100 ans pour de sombres raisons pédagogiques et elle refait maintenant surface avec force, portée par les revendications d'une communauté sourde révoltée contre ce qu'elle considère comme une répression injustifiée. C'est la première fois qu'un sourd, comme comédien professionnel, est reconnu et reçoit un Molière. Et comme la langue des signes est aussi la plus naturellement accessible à l'enfant sourd, des équipes de rééducation ont mis sur pied des cours spécialement destinés aux parents pour leur donner les bases de vocabulaire indispensables à la communication avec les tout-petits. Et la leçon que nous avons filmée portait sur les animaux de la ferme. Il y a aussi l'expression qui est importante, l'expression du visage. Par exemple, le chien qui est gentil ou le chien qui est méchant. C'est très important à montrer quand on s'exprime en langue des signes. En français, ce n'est pas la même chose. Les entendants, ils ont l'intonation de leur voix, tandis que les sourds, ça fait partie de leurs gestes. Est-ce que la langue des signes est la même pour les gens de pays différents? Est-ce que c'est une langue universelle et tous les sourds du monde peuvent se comprendre? Oui, chaque pays a ses propres signes et ces signes sont différents. Les sourds se comprennent bien, mais pas tout de suite. Il faut un peu de mime et d'expression du corps et puis ça passe tout seul. Par exemple, ici en Belgique, on fait le geste maman. En France, ce geste est celui-ci, maman. En Amérique, devant le menton, maman. Vous pouviez choisir si vous préférez être interviewé en langue des signes, mais vous pouvez aussi parler. En fait, dans ma vie privée, je parle beaucoup. Alors, elle m'a appris. C'est un peu de temps. Mais
Mais ça va pratiquer aussi là, à côté d'une. Moi, de mon côté, ce qui est très bien, c'est que je vois d'autres parents. Donc, quand il y a des petits problèmes, des petites choses que je dis, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, je sais en parler avec les autres parents qui me disent, tiens, moi, j'ai eu la même chose, ne t'inquiète pas, ça va aller comme ceci ou comme cela. Moi, je trouve que c'est fort, fort important. J'ai 100 km tous les vendredis, mais j'y vais de bon cœur parce que je ne saurais pas rater une semaine. Ça fait vraiment du bien de parler ensemble. C'est un petit peu plus loin de la maison. Pour nous, c'est très important qu'ils suivent ces cours parce que c'est un petit peu rentrer dans la peau de leur enfant. C'est apprendre à communiquer, je dirais, avec les mains, mais dire des choses importantes. Il faut pouvoir dire à l'enfant, je t'aime bien, tu ne peux pas. Donc, c'est pas simplement caresser les signes, c'est vraiment arriver à exprimer ce qu'on a envie de dire. Mais c'est vrai que ça fait peur. Beaucoup de parents en ont peur parce qu'ils se disent, oui, mais s'il commence à signer, il ne parlera pas. Et c'est clair que le projet de la majorité des parents reste du côté de l'oral, où ils ont envie, qu'ils se débrouillent, qu'ils s'expriment, etc. La maman avait eu tout de suite l'intuition que quelque chose n'allait pas. Elle avait même craint que l'enfant soit autiste. Et pourtant, Yvan était tout simplement sourd profond. Mais le diagnostic n'a été posé qu'après plusieurs mois, suite à une conjonction malheureuse d'imprécisions médicales. C'est finalement à la crèche qu'une jeune logopède a remarqué que l'enfant ne babillait pas comme les autres. Yvan avait 5 mois quand on a refait toutes les batteries de tests qu'on avait ratées donc à la naissance. Et en passant par plein de médecins différents sur la même semaine, j'ai contacté 10 ORL en payant même des fortunes pour des diagnostics où chaque fois on me disait mais écoutez, votre enfant réagit, regardez, on claque une porte, il se retourne, mais bon, c'était un déplacement d'air. Regardez, on entre dans la pièce, il va bouger également même si c'est derrière, mais on marchait sur du parquet, il y avait des vibrations, même si Yvan en avait que 5 mois. Il réagissait déjà très très bien et c'était un véritable petit hibou qui était attentif à tout ce qui se passait. Il ne voulait absolument pas lâcher la communication visuelle avec quelqu'un, même dans toutes ses activités. Quelles sont les principales causes de surdité profonde? Alors il y a 2 causes principales, les causes génétiques, qui est la grande majorité, et puis les causes acquises. Acquises en prénatal, ce sont les infections, essentiellement des infections virales, la rubéole, le cytomégalovirus et d'autres virus. Et alors en postnatal, ce sont également des infections, et là c'est essentiellement la méningite ou la méningoencéphalite. Alors ça concerne combien d'enfants? On peut dire environ une naissance sur 1000. Donc c'est un diagnostic qui est rare, mais qui n'est quand même pas exceptionnel. Alors on est un peu frappé par le fait que parfois ça met énormément de temps à être diagnostiqué. Le diagnostic est relativement difficile à poser, malgré qu'il puisse sembler évident, parce qu'il est basé sur la conjonction de 2 types d'examens. Des examens objectifs, qui sont des auto-émissions, l'enregistrement de potentiel évoqué, mais aussi de l'examen d'audiométrie comportementale, c'est-à-dire d'examen du comportement de l'enfant. Et ce n'est que lorsque les 2 examens concordent que l'on pourra à ce moment-là confirmer ce diagnostic de surdité. Et donc cela traîne parfois un peu trop, et un peu trop à mon avis, parce que je crois qu'il est essentiel que la plupart des médecins réalisent aussi l'intérêt de la prise en charge très précoce de la surdité, qui permet de mettre le plus rapidement possible l'enfant dans un milieu sonore, et donc de développer ses capacités corticales, ce que nous appelons, nous, la plasticité corticale, parce qu'on n'entend pas uniquement avec ses oreilles, on entend aussi avec son cerveau. Et il faut donc que les parties du cerveau qui concernent l'audition puissent elles-mêmes se développer. Donc, au plus court sera ce qu'on appelle la déprivation sonore, c'est-à-dire le temps sans audition, au mieux ce sera. Malgré le retard de diagnostic, Yvan porte des prothèses, des appareils auditifs depuis l'âge de 8 mois. Le réglage est extrêmement minutieux, toujours très progressif et régulièrement réévalué. Un appareil auditif, c'est en fait un amplificateur qui capte les sons ambiants et les envoie sur le tympan avec une intensité accrue. De là,
Les signaux sonores suivent la voie classique, vibration du tympan, des osselets de l'oreille moyenne, puis stimulation de l'oreille interne qui transforme le signal acoustique en signal électrique à destination du cerveau. Donc, c'est simplement les sons qui sont amplifiés. Ça, c'est ce que fait la prothèse, mais elle le fait sans sélectivité, ce que notre oreille est capable de faire. Notre oreille est capable, elle, de dire « ces sons-là, je n'en ai pas besoin pour le moment, je peux les atténuer. Je peux m'intéresser, par exemple, essentiellement à la parole. La prothèse n'est pas capable, elle restitue l'entièreté. Alors voilà le gain prothétique que nous avons réalisé avec Yvan. D'abord, il faut rappeler que l'audition normale se situe aux alentours de cette double ligne 0 décibels. Et que quand on s'installe à côté d'un avion à réaction qui décolle, on est à 120 décibels. Donc notre fameuse dynamique auditive est comprise entre 0 et 120. L'audition de Yvan, pour son oreille droite, se trouve à ce niveau-ci. Et pour son oreille gauche, se trouve à ce niveau-ci. Donc c'est une perte auditive profonde du troisième groupe bilatéral symétrique. On voit que, de fait, sa sensibilité auditive est un peu meilleure pour les sons graves que pour les sons aigus où l'atteinte est plus importante. Au milieu de ce protocole, on a dessiné une banane. La banane représente la zone conversationnelle. Ah oui. Et donc, l'objectif, c'est que l'enfant puisse percevoir le plus d'éléments possible de cette zone conversationnelle, de cette banane. Et vous voyez en vert le résultat obtenu, son seuil d'audition, une fois qu'il porte ces deux appareils, donc un appareillage stéréophonique. À ce moment-là, il atteint, il nous donne des réponses à ces fréquences-ci et à ces intensités-ci, mais il n'y a pas de réponse dans les fréquences aiguës 3000 et 4000. Donc, Yvan va percevoir une partie de la zone conversationnelle. Mais il reste une partie non perçue de la parole, d'où la complémentarité nécessaire de la lecture labiale pour pouvoir percevoir l'entièreté de la parole. Maintenant, est-ce qu'il y a des enfants qui sont dans le silence total? Je pense qu'il y a très très peu d'enfants qui sont dans le silence total. Mais je pense aussi qu'il y a des enfants qui se désintéressent du monde sonore parce qu'ils ne le perçoivent pas de manière suffisamment confortable. Et donc, à un moment donné, automatiquement, je dirais, le cerveau ne s'intéresse plus à ce monde sonore. Par contre, je connais des enfants et des personnes adultes sourdes qui ont des surdité profondes et qui tiennent absolument à leur prothèse, qui me disent, pour moi, c'est fondamental, je me sens en sécurité quand je suis en contact avec le monde sonore. Il est pratiquement impossible de donner une impression réaliste de ce que Yvan peut entendre à travers ses appareils auditifs. Notamment parce que nous l'entendrons toujours avec nos oreilles d'entendants et aussi avec notre cerveau d'entendant qui a déjà les références nécessaires pour interpréter tous ces sons. Mais on va quand même essayer de s'en faire une idée en gardant bien présent à l'esprit le fait que ce que vous allez entendre est déjà le résultat chez Yvan d'une amplification importante de l'ordre de 40 décibels. On s'aperçoit immédiatement que toute l'intelligibilité de la parole a disparu, parce que cette intelligibilité, elle est liée aux fréquences aiguës aux alentours de 2000 Hz, qu'Yvan ne perçoit justement pas. Alors avec le peu de fréquences graves qui lui reste, il arrive juste à distinguer cette sorte de rythme de la parole. Ça impressionne souvent les parents, ça impressionne pas mal de personnes qui se disent « Mais comment pouvez-vous d'abord réaliser l'appareillage d'un enfant de 8 mois ?» Eh bien, on constate que ça va relativement vite. Ça veut dire en quelques semaines, l'enfant va accepter cet appareil. Et on pourra s'émerveiller, dans un certain nombre de cas, assez vite, à voir l'enfant qui babille dès qu'il a son appareillage. On lui enlève son appareil, il babille plus. Il a son appareil, il babille. C'est d'ailleurs parfois, sur le plan technique, pour nous, un peu dérangeant, parce qu'on veut faire un test, on lui met ces deux appareils,
Et il n'arrête pas de babiller. Donc, mais enfin, on est tellement émerveillés que... Alors, cette acceptation est quand même fonction de deux choses. D'abord, l'acceptation par les parents. C'est évident que des parents qui ont une difficulté à accepter cet appareil, l'enfant aura une difficulté à les accepter. Loin de moi de vouloir culpabiliser les parents et de leur dire c'est à cause de vous que l'enfant n'accepte pas. Parce que je comprends que ça n'est pas facile. Il y a des parents qui espèrent toujours au moment où on appareille pour la première fois que l'audition va redevenir à la normale. On a déjà observé aussi qu'un enfant qui a une audition résiduelle, qui a des restes auditifs suffisants, l'acceptation est meilleure que ceux qui en tirent un tout petit profit. C'est vrai que ceux qui tirent un tout petit profit, évidemment, ne sont pas enclins à porter leur prothèse très régulièrement. Bonjour les enfants. Tu as envie de jouer à l'ours? Tu as envie de faire quoi? Et de faire une maison? Les appareils auditifs, il les a bien acceptés? Tout petit, il n'y a pas eu du tout de problème. C'était nous qui devions apprendre à les placer, à les manœuvrer, à en changer les piles régulièrement. Mais il n'y a pas du tout eu de problème. Il n'essaie pas de les enlever? Aujourd'hui, oui. Quand il veut couper la communication, lui-même choisit la position du curseur et se ferme au monde auditif s'il en a envie. C'est lui qui a choisi la couleur de ces appareils? Ah, ça c'est toute une histoire. Yvan, lorsqu'on lui a proposé d'avoir des nouveaux appareils, savait qu'il existait des appareils de couleur, on lui en avait parlé et on lui a laissé choisir effectivement la couleur. On lui a donné tous les petits papiers de couleurs différentes et il a choisi des prothèses rouges et il est un des premiers enfants en Belgique à avoir des belles prothèses rouges vifs. Yvan fréquente une école maternelle spécialisée attenante au centre de rééducation. Il y a peu d'élèves dans chaque classe, ce qui permet une pédagogie très individualisée, et les heures de logopédie sont comprises dans la journée scolaire. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, le petit garçon? Oui. Il regarde quoi? J'ai un micro et un vibrateur donc pour les enfants qui sont sourds profonds, qui leur permet de recevoir des vibrations, qui leur permet de recevoir quand même un certain message, surtout dans les fréquences graves, qui sont les fréquences qu'ils entendent le mieux, et également un rythme, donc le rythme de la parole. Qu'est-ce qu'il fait dans son lit? Oui. Il... Oui. Il lit un livre. Pour le moment, disons qu'Yvan est encore dans le signe au niveau communication, dans le sens où il signe beaucoup de choses, et petit à petit, il commence à avoir une structure de la langue française. Bon, il émet quand même beaucoup de voix, et on commence petit à petit à reconnaître quand même certains mots. Son articulation n'est pas encore assez bonne au niveau des consonnes, mais en tout cas, au niveau des voyelles, on peut reconnaître les voyelles. Et le rythme y est, lui, non? Le rythme y est et un début d'intonation. On reconnaît un peu, on sait reconnaître certains mots à la musique, je dirais. C'est un jeu avec les mains et avec les pieds. Ouh, tu es fatigué? J'aimerais bien, mais je pense que c'est un peu un rêve de tous les parents entendants, que notre fils puisse faire partie d'une école, entre guillemets, normale. D'un autre côté, je crois qu'intellectuellement, je pense pas que c'est obligatoirement le bon choix, que c'est un choix qui tiendra la route. L'éducation numéro 1, c'est pour moi lui apprendre les bases du monde qui nous entoure. Après ça, lui permettre à terme, si c'est possible, de lui permettre d'être intégré au monde des entendants. Réellement, notre but, c'est de lui donner les options, de faire le choix qu'il voudra quand il sera plus grand. Donc, essayer de lui donner un maximum de possibilités d'être dans le monde des entendants, si c'est ça la décision qu'il prendra plus tard, ou de lui donner la possibilité de faire partie du monde des sourds, si c'est ça la décision qu'il prendra plus tard. Alors il faut peut-être nous attarder un instant sur la controverse qui déchire le monde des sourds. En Belgique, la tradition, en ce qui concerne l'éducation de l'enfant sourd, c'est ce qu'on appelle l'oralisme, c'est-à-dire l'apprentissage de la parole, notamment avec les aides à la lecture labiale dont on a déjà parlé. L'oralisme pur et dur, celui qui bannit totalement la langue des signes, fait de moins en moins l'unanimité et on évolue vers ce qu'on appelle le bilinguisme français, langue des signes. Mais il reste encore d'énormes problèmes quant à savoir quelle est la meilleure méthode pour y arriver. Toutefois, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, les oralistes ont également des arguments tout à fait pertinents.
La majorité des centres qui accueillent l'enfant sourd ont axé leur éducation de l'enfant sourd et la guidance des familles sur la langue orale. Alors ceci s'explique essentiellement, je pense, par le fait que la majorité des parents sont des parents entendants. Ils ont un enfant sourd, mais ils sont entendants. Et ils souhaitent pouvoir communiquer avec leur enfant. La langue des signes ne leur paraît pas une manière naturelle pour eux d'entrer en communication avec leur enfant. Et ils espèrent que la langue orale puisse être ce moyen de communiquer avec leur enfant, qui leur fait moins peur que la langue des signes. On peut considérer qu'elle est très importante parce que c'est la langue de la majorité de la population. Donc il vaut mieux ne pas se refermer sur une mini-communauté et de pouvoir communiquer avec un maximum de gens, c'est quand même très pratique. Mais indépendamment de ce point de vue-là, les chercheurs ont découvert que la langue orale bien maîtrisée est un tremplin vers certaines acquisitions. Et je pense notamment à l'acquisition de la lecture. Si dans votre tête vous connaissez un mot au niveau du concept, mais que vous n'en avez jamais eu l'image sonore, on l'appelle image phonologique de ce mot, vous n'allez pas être capable de le reconnaître une fois qu'il sera écrit. En fait, le but poursuivi n'est pas tellement d'apprendre à l'enfant à parler, mais plutôt à apprendre à l'enfant à lire et écrire. Oui, c'est-à-dire qu'il faut que l'enfant apprenne une langue. Ça, c'est très important. Pour l'organisation de la pensée, c'est important. Mais il faut aussi que l'enfant apprenne à écrire. Donc, pour nous, ce n'est pas apprendre à parler qui est une valeur en soi. Bien sûr, si un enfant sourd sait parler et a des plaisirs à entrer en contact avec d'autres grâce à la parole, pourquoi lui l'en priver? Mais la vertu de la parole, comme on pensait il y a 100 ans, c'est une notion dépassée, tout à fait dépassée. Ça n'est absolument plus l'enjeu de l'éducation de l'enfant sourd. Encore une cuillère. Alors, nous préconisons les signes, oui, tout de suite aussi, pour que l'enfant puisse s'exprimer. Mais nous utilisons ces signes en combinaison avec la langue orale. C'est ce qu'on appelle le français signé complet, signé et codé. Effectivement, nous constatons que les enfants dont les parents s'investissent dans les moyens de communication que nous leur proposons, le LPC et le français signé en combinaison, et puis pour certains enfants, le LPC tout seul, deviennent généralement de bons lecteurs, enfin, acquièrent la langue écrite vraiment beaucoup mieux que ce n'était jamais possible auparavant. Christophe est un bel exemple de succès de l'oralisme. Grâce aux aides à la lecture labiale, il a appris à parler, à lire et à écrire. Et en plus, il connaît aussi la langue des signes. Oh, bonjour. Je voudrais un pain blanc, s'il vous plaît, coupé. Il n'y a plus de pain blanc coupé. Je peux en avoir des sandwichs comme ça? Oui, jeune homme. Et combien, s'il vous plaît? Combien je vous donne? Tac. C'est vrai que Christophe est un enfant qui effectivement maîtrise très bien le français, qui aime beaucoup lire, donc qui enrichit son vocabulaire aussi par la lecture. Vous pensez que votre fils est exceptionnel? Je sais que pour vous, il est certainement exceptionnel, mais par rapport aux enfants sourds, ils n'arrivent pas tous à... Je crois que c'est quand même exceptionnel qu'il arrive, avec le degré de surdité qu'il a, à avoir développé un tel langage oral, parce que c'est vrai qu'il est compréhensible par quelqu'un d'extérieur, en fait, à la famille. Ce qui n'a pas été le cas tout de suite. Petit, il n'était pas compréhensible, mais maintenant, c'est vrai qu'il est devenu. Madame de Clercq est présidente de l'association de parents d'enfants déficients auditifs qui fournit soutien, écoute et information aux parents en leur permettant aussi d'échanger leurs expériences. La PEDAF est également très active dans son projet de développement du bilinguisme en Belgique. Donc ce serait arriver à ce que la langue des signes soit présente dans l'enseignement des écoles spécialisées. Pour être présente, elle doit donc être enseignée et à nos yeux, elle sera mieux enseignée si nous avons des enseignants sourds dans les écoles, compétents en langue des signes,
À l'heure actuelle, il faut savoir que dans les écoles spéciales, il y a encore très très peu de personnes sourdes. Et souvent, ces personnes sourdes n'ont pas un rôle, je dirais, un rôle éventuellement d'éducateur, mais certainement pas ou trop peu, encore à l'heure actuelle, d'enseignants. Les parents de Marie, qui a 13 ans et qui est sourde profonde, font également partie de l'APEDAF. Ils sont tous les deux médecins. Je pense qu'il faut bien se rendre compte qu'en Belgique, nous venons ici de plusieurs dizaines d'années d'un système extrêmement fort oraliste exclusif, où le seul but cherché était de rééduquer un enfant sourd en stimulant les restes auditifs. Et que je pense qu'on peut dire aujourd'hui que ce système est un échec manifeste. Et c'est un échec non pas qu'il y a certains enfants exceptionnels, qu'on montre d'ailleurs dans des émissions comme la vôtre, qui parviennent à s'en sortir, qui parviennent à parler, mais on ne montre pas ces adolescents qui sont la majorité, qui à l'âge de 15 ou 20 ans ont un niveau de lecture de BD d'enfants de 8 ans, qui sont incapables d'avoir une communication parlée ou signée avec un autre, qui n'ont aucun accès aux médias, qui ne savent pas lire un journal, qui ne savent pas regarder une émission de télévision. Et donc nous venons vraiment d'un système extrêmement oraliste, dont l'échec est manifeste. Quelles sont les grandes caractéristiques des déserts? Oui. Marie va en classe dans une école tout à fait ordinaire, ce qu'on appelle être en intégration scolaire. Les enfants sourds en intégration peuvent parfois bénéficier d'un interprète quelques heures par semaine, mais le financement de ce service reste très aléatoire et se règle au cas par cas. Par ailleurs, c'est une formule qui demande évidemment beaucoup de bonne volonté de la part des enseignants et un effort de concentration énorme de la part de l'enfant. Des palmiers. Très bien. Ce qui met l'enfant sourd isolé, dans un groupe d'enfants entendants, et malgré tout son désir d'entrer en relation et en communication avec ses enfants, il y a des moments d'impossibilité. Et poursuivre un cours d'une matière qu'il ne connaît pas, dans une langue qui ne lui est pas accessible, c'est de la folie furieuse. Et encore aujourd'hui, il y a de nombreuses heures où les enfants sont sans cette personne. Et ils sont contraints de s'accrocher à ce qu'ils peuvent prendre en lecture labiale, à copier sur leurs voisins, à demander à une copine gentille, à dépendre de l'un ou l'autre de la bonne volonté, de leur aide, de leur amitié aussi. Il y a des tas d'expériences humaines intéressantes. Mais quand on en fait la condition pour qu'il ait accès aux connaissances, ça me paraît déraper. Pourtant, c'est la voie que vous avez choisie pour Marie, l'intégration. Mais parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix en Belgique. Nous étions extrêmement clairs dans notre désir, comme Marie, avant qu'elle rentre en école, que s'il y avait en Belgique une école qui lui offre une possibilité d'avoir de l'enseignement en langue des signes avec à côté l'accès à la langue parlée française, il est donc à l'enseignement pour sourds et où des sourds participent à l'enseignement, c'est là que nous l'aurions mis. Ça n'existe pas. Et donc la mettre actuellement dans l'enseignement spécial était faire le deuil d'un niveau qu'elle pouvait manifestement atteindre. Il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir, et qui est ce que tu disais sur les aides qui viennent à l'école pour reformuler le français, le rendre visible. Ce qui est pertinent en Belgique, c'est de se dire que ces aides, pour la grande majorité, ne dépendent absolument pas, par exemple, du ministère de l'Éducation nationale, mais dépendent de quoi? De l'INAMI. Ce sont des gens payés comme des paramédicaux. Et ça remontre bien comment en Belgique, le système est verrouillé, que le monde du sourd pédagogique, le monde de l'éducation, est un monde paramédical. Alors que le médical n'a rien à faire. À la rigueur, c'est de l'argent détourné de l'INAMI. Ça n'a rien à voir là-dedans. Mathieu est un gamin tout à fait éveillé et épanoui, mais qui s'est résolument engagé dans la modalité des signes. Certes, son diagnostic de surdité a été posé très tard, à l'âge de 3 ans, mais cela ne suffit pas à tout expliquer. Certains enfants sourds développent une structure de pensée plus proche de la langue des signes et d'autres plus proche de la langue française, sans que l'on sache exactement pourquoi. Il est clair que pour Mathieu, comme pour la majorité des petits sourds, il n'est pas question de suivre des cours dans une école ordinaire, même avec quelques heures d'interprète par semaine. Pour lui, la solution de l'enseignement spécialisé est indiscutablement la meilleure. Et dans l'école où il va, les signes sont largement utilisés, mais le programme est le même que celui de l'enseignement ordinaire.
ensemble la viande. Tu as compris? Oui, va signer. Explique. Maman et ma tante achètent de la viande. Bien. Le lait. Ici aussi, la logopédie fait partie de la journée scolaire. Le nid, oui. Le pull, oui. Le lit. Dès qu'il a démarré le langage écrit, il a très vite compris que l'oral faisait partie aussi de ce langage écrit et que le fait de répéter avec moi les mots, de les apprendre, à les reconnaître sur les lèvres, lui permettait d'arriver aussi à la compréhension du langage écrit. Parler, c'est pas son truc. Communiquer ses affects, ses besoins, tout passe par le geste, mais il a aussi envie de passer par l'écrit pour communiquer. Et donc, l'écrit, ça le botte, quoi. C'est ça qui lui plaît. Quand on regarde le programme d'un enfant sur une journée, il faut retirer les séances de logopédie, les séances de rythme. Donc cet apprentissage de la parole, du langage, prend du temps dans le programme, ce que pour un enfant entendant n'existe pas. Pas de soi, exactement. Il faut être clair aussi que l'enfant entendant a une foule d'informations qui vient par les médias, télévision et autres, mais également par le fait qu'il entend passivement les communications, les conversations entre les différents adultes. Et donc, cet environnement langagier est une source d'information importante que l'enfant sourd n'a pas. Je vous donne un exemple. Le banc contact. Il y a des enfants qui s'imaginent que le banc contact, ils disaient « Oh, tu en as de la chance. Tu mets la carte, tu pousses sur les boutons et la machine te donne de l'argent. » Je dis « Oui, mais j'ai un compte à la banque. » Mais ça ne passait pas du tout. Et en fait, on ne s'est pas rendu compte que tout le monde parle de banc contact. Les parents ont sûrement un banc contact, mais personne n'a jamais expliqué à l'enfant sourd qu'il y avait un compte en banque et que c'est ce compte en banque sur lequel il y avait de l'argent qui permettait l'accès au banc contact. Ça relève un peu du magique. Et en fait, il y a énormément de choses de la vie quotidienne qui relèvent du magique chez l'enfant sourd parce qu'on n'a pas expliqué ou parce qu'on n'a pas fait les liens de cause à effet. Les choses n'apparaissent pas et ne disparaissent pas de cette façon. Donc, tout doit être expliqué. Ce manque de contact avec l'information générale la plus élémentaire est encore renforcé par le peu de connaissance de la langue écrite. Parmi les sourds adultes, plus de 80% seraient incapables de lire un journal. On comprend dès lors l'impatience des parents à voir évoluer l'enseignement vers une pédagogie plus efficace. Mathieu, qui a bien accroché à la langue écrite, est mieux armé pour la vie que ses prédécesseurs car sa génération sera celle du fax et d'Internet. En attendant, pour notre petit bonhomme, les journées sont bien longues. Il y a peu d'écoles spécialisées sur notre territoire, ce qui veut dire chaque jour plusieurs dizaines de kilomètres matin et soir. Je m'en suis voulu de ne pas m'en être aperçue beaucoup plus tôt. Pourtant, j'en ai parlé, mais jamais j'ai pensé à la surdité, à n'importe quoi, mais pas à ça. On m'a dit qu'il était caractériel aussi, entre-temps, on m'a dit un tas de trucs, et il a commencé à se mordre. Se mordre? Se mordre, oui. C'était mon premier bébé, je ne savais pas ce que je devais en faire. Je me suis aperçue que du jour au lendemain, qu'on a su qu'il était sourd, qu'on a commencé à faire les gestes et tout ça, et qu'on s'intéressait à lui autrement, ça s'est arrêté. Je suis sûre que c'est à cette période-là que ça s'est arrêté. Voilà. Et tu seras sage? Est-ce que vous avez l'impression dans votre vie de famille que tout tourne autour de la surdité de Mathieu, ou bien que non, que c'est un détail? Ça, on n'en tient pas. On n'en tient pas compte. Bon, quand il faut lui parler, il faut l'appeler, bien sûr. Mais ou bien, non. Il fait comme tout le monde, il participe à tout. C'est comme les autres gosses. Il est aussi diable, aussi spétant, je veux dire. C'est pas handicapé? Non, moi je ne le considère pas comme ça, en tout cas. Comment est-ce que vous envisagez son avenir, notamment scolaire? Son avenir scolaire, il va à l'école à Bruxelles. Je sais qu'il peut y faire un tas de choses. Je ne me suis pas encore vraiment renseignée, mais il peut apprendre des métiers, ça je le sais. Et comment... Après, on verra. Je sais qu'il est intelligent. On verra bien ce qu'il choisit aussi. Faut tenir compte de ses goûts aussi, j'en sais rien.
Bon voilà, nous étions partis d'un problème médical, le diagnostic de surdité. Nous en arrivons à discuter de pédagogie. Alors nous allons en rester là sur ce point parce que ça devient très spécialisé et ce n'est pas notre propos. Mais il est intéressant de repartir sur l'idée que la médecine d'aujourd'hui, obnubilée par sa vocation de guérir, de réparer, perd un peu de vue que les sourds ne sont pas que des personnes à qui il manque une fonction. Ce ne sont pas des gens qui sont déficitaires, ce sont des personnes qui ont développé toute une culture, toute une identité. Et le corps médical a peut-être tendance à ne pas avoir assez de respect pour cette identité, le plus souvent par manque de connaissances, tout simplement. Et cette divergence de vue trouve une très belle illustration dans toute la controverse qui tourne autour de l'implant cochléaire. Alors l'implant cochléaire, qu'est-ce que c'est ? En 2 mots, c'est l'oreille artificielle implantée dans la tête. Voilà à quoi ça ressemble. C'est cette partie-ci qui est implantée dans l'os du crâne, derrière l'oreille, et qui va communiquer à travers la peau par cette petite antenne aimantée avec tout le dispositif extérieur qui sert à traiter les sons. C'est assez volumineux évidemment, mais on nous promet que dans les années à venir, tout ça pourra se loger dans un simple contour d'oreille. Alors pour mieux comprendre l'implant cochléaire, je vous propose de suivre l'histoire d'Audrey. Audrey a 10 ans et elle a un implant cochléaire depuis 3 ans. Elle est en intégration dans une école tout à fait ordinaire. Elle a reçu une éducation oraliste et elle est très forte en français, même si elle utilise les signes à la maison et avec ses copines pour des raisons de commodité. Non, pas non. Ah oui, D'accord. Quand elle a été intégrée dans une école normale, elle est rentrée et elle m'a dit « Maman, si j'entendais, ne fût-ce qu'un tout petit peu. » Et bon, c'était très dur parce que bon, on a dû lui dire que comme elle était là maintenant, elle n'entendrait jamais, madame, parce qu'elle mettait quand même ses prothèses à l'école, mais on voyait bien que ça ne lui apportait rien. Et donc on se disait, voilà, pour l'avenir d'Audrey, il faut lui donner un maximum d'atouts. Et on pense qu'en lui facilitant donc, l'accès au monde des entendants, qu'elle aura plus facile plus tard. Pour rappel, un appareil auditif classique amplifie simplement le son ambiant et le transmet suivant la voie naturelle, tympan, osselet de l'oreille moyenne, oreille interne et nerf auditif. Un implant cochléaire court-circuite tout cela et envoie directement un son transformé en signal électrique sur le nerf auditif par l'intermédiaire des 22 électrodes introduites dans la cochlée, puisque c'est à ce niveau-là que se situe la déficience. C'est évidemment une avancée technologique formidable, mais le triomphalisme avec lequel l'implant a été annoncé dans la presse à ses débuts il y a 10-15 ans a été à l'origine de nombreux malentendus. L'implant n'est pas l'oreille artificielle parfaite que l'on imaginait et un enfant sourd, s'il est implanté, reste un enfant sourd. Il a simplement une prothèse auditive plus perfectionnée qu'un autre. Comme c'est une intervention chirurgicale, pour placer une prothèse, certaines personnes pensent que c'est une intervention qui va guérir l'oreille interne. Non, c'est une intervention chirurgicale qui va simplement permettre le placement d'une prothèse électrique dans l'oreille interne. Ça, c'est le premier malentendu. Donc, c'est toujours via une prothèse que l'enfant va entendre. Et donc, il y a toujours des limites. Une limite, par exemple, si nous avons un pianiste qui a un piano avec 3500 touches, et puis vous lui dites maintenant c'est terminé, vous allez jouer avec un piano qui a 22 touches, puisqu'il y a 22 électrodes, et il y a, disons, 15% des 3500 fibres qui sont encore possibles. Mais vous vous rendez bien compte que toutes les nuances ne vont pas pouvoir passer. Alors on sait que c'est possible chez l'adulte qui devient sourd. Ça, on en a des preuves évidentes, ça fonctionne à merveille. Quelqu'un qui a entendu jusqu'à l'âge de 40 ans, par exemple, qui devient sourd total, aucun gain prothétique, et qui peut bénéficier d'un implant cochléaire, en général, on a de très beaux résultats. Donc on sait que c'est possible au niveau physiologique, au niveau du fonctionnement du nerf auditif et du cerveau qui doit... Mais ce sont des personnes qui ont acquis la parole, bien sûr. L'enfant sourd, qui est sourd de naissance, doit acquérir la parole, et donc c'est vrai que les résultats vont être aussi dépendants de cet apprentissage qui est beaucoup plus long et beaucoup plus long. Mais il faut compter combien de temps pour une rééducation après un implant? Mais pour un enfant sourd qui a une surdité importante,
et qui a des prothèses auditives, que je dirais classiques, il faut déjà de nombreuses années. Je ne pense pas qu'on n'épargne pas, on ne fait pas l'économie de cet entraînement auditif avec un implant. Je crois que c'est une question fondamentale. On ne fait pas l'économie de tout ce travail à faire avec l'enfant sourd quand l'enfant est implanté. Il n'y a rien à faire, il faudra apprendre à connaître des sons et puis à les reconnaître. Et ces étapes-là, on ne sait pas les sauter et elles prennent du temps. Est-ce qu'il a cheveux jaunes? D'une façon générale, qu'est-ce que ça a apporté, l'implant pour elle? Pour Audrey, ça a complètement tout modifié, dans le sens que pour Audrey était quelqu'un de très ouvert vis-à-vis de nous, vis-à-vis des sourds qu'elle rencontrait. Mais elle allait rencontrer quelqu'un d'inconnu, entendant. Elle était quand même fort renfermée, dans le sens qu'elle avait peur de ne pas le comprendre et que l'autre n'allait pas le comprendre. Donc elle prenait toujours soit nous, soit sa sœur comme interprète ou comme aide. Et ça, depuis qu'elle a été implantée, elle n'a plus cette peur, je vais dire, vis-à-vis du monde des entendants. Donc il y a quand même énormément de choses qui ont changé. Sa communication avec des petites amies est beaucoup plus facile aussi parce qu'elle a quand même une ébauche maintenant du langage oral qui commence à se concrétiser, tandis qu'avant son implant, Audrey n'émettait aucun son correctement. Elle émettait des sons, mais c'était des pata-pata-pata. Il n'y avait rien d'autre, quoi. Donc, il n'y avait rien qui correspondait à quelque chose de correct. Chaque part du chat. Si papa lui part au chocolat, il m'a super le... Un croissant. Oui. Elle m'a dit un jour, quand je suis allée la chercher à l'école, « Maman, je crois que mon rêve de devenir entendante va se réaliser. » Alors je dis, Audrey, il ne se réalisera jamais. Alors elle m'a dit, oui, mais maman, j'ai l'impression que j'entends tout maintenant. Tu vois, j'entends le moteur, enfin, elle a augmenté la musique, elle l'a diminué, maintenant c'est plus fort, c'est moins fort. Elle me donnait toutes les nuances qu'elle n'aurait jamais été capable de me donner avant. Top, c'est faux. Moi, je croyais qu'elle voulait dire source. Oh, dis-moi, le prochainement, le prochainement. Le 1er avril. Je crois qu'Audrey serait quand même, en parenthèse, malheureuse si on arrêtait les signes, parce que quand elle revient d'une journée à l'école, de son heure de logopédie, elle est fatiguée. Et elle est contente de retrouver cette facilité de signes. Pour elle, c'est sa langue maternelle, donc elle retrouve sa langue maternelle et elle est très contente de nous retrouver en signes, quoi. Donc, on a toujours continué à signer avec elle. Un feu d'artifice. Avec des fusées. En général, les mamans des enfants sourds signent, mais les papas en général ne signent pas. Le seul papa de la province de Liège qui signe, Olivier, c'est le papa d'une fille sourde et mon papa. C'est les deux seuls papas qui signent. Tu es fière alors? Ah oui. Et donc toutes tes copines ont appris à signer en classe? C'est toi qui leur as appris? C'est moi, oui. Ils apprennent un peu tous les jours, ça se passe très bien. Ils deviennent vraiment très forts apparemment, hein? On leur dit, mais vous êtes sourds? Ils disent, mais non, moi je suis entendant. Est-ce que tu te rappelles des premiers sons que tu as entendus quand on a branché ton implant? Ah, ce qui est très important pour moi au niveau du bruit, je me souviens encore de ce bruit. Lorsque je suis allée à la toilette, j'ai fait pipi, j'ai entendu le bruit de mon pipi. Et puis quand j'ai fini, j'ai dit, mais c'est quoi, maman, ce bruit que je viens d'entendre? Et maman m'a répondu, ben, c'est le bruit de ton pipi. Et je dis, oh là là, c'est comme ça, le bruit. Ah ben, voilà, c'est de ce que je me rappelle. Une chose est sûre, ce genre de décision ne se prend pas à la légère. C'est quand même une opération délicate, dans ce sens que lors de l'opération, on touche de très près le nerf facial, d'une part. D'autre part, Audrey, depuis toujours, a été un enfant fort équilibré. Et j'avais des craintes éventuelles qu'elle aurait pu
perdre cet équilibre, ce bien-être mental. Et malgré tout, sur les années, on peut dire qu'elle a toujours bien vécu son handicap. N'empêche à choisir entre être entendant et être sourde, Audrey préfère être entendant. Mais elle n'a pas ce choix-là. Oui. Et là, on a quand même réfléchi pendant bien une année, et où on est aussi descendu en France, à Montpellier, pour discuter avec une équipe pluridisciplinaire. Et on a vu également des parents qui ont déjà laissé implanter leur enfant en France. Et tout ça fait que finalement, doucement, on est venu vers cette décision. L'implant est vraiment un acte parental. Et ils doivent prendre leurs décisions en connaissance de cause. Et ça, c'est fondamental. Parce que si les parents rêvent d'un résultat tout à fait irréaliste, il est sûr que et l'enfant et les parents vont désinvestir le système après quelques mois. Et donc là, on comprend qu'on ne peut pas encourager ce genre de choses. Ça a des répercussions, ne fût-ce que sur l'équilibre psychologique, affectif de l'enfant. Le placement d'un implant cochléaire reste une intervention exceptionnelle chez nous. Elle concerne une quarantaine d'enfants en Belgique. Par contre, dans d'autres pays, comme les États-Unis ou l'Allemagne, c'est beaucoup plus fréquent. Et en outre, la tendance est à implanter les enfants de plus en plus jeunes, dès l'âge de 2 ans, un âge où évidemment ils n'ont pas voix au chapitre, et aussi à implanter maintenant des enfants qui ne sont pas totalement sourds, ce qui, jusqu'à présent, restait la condition sine qua non. Alors, la communauté sourde réagit de façon extrêmement énergique face à cette extension de la médicalisation des enfants sourds. Et chaque fois qu'il y a un débat sur le sujet, c'est toujours extraordinairement animé, ce qui est inévitable puisqu'on se trouve face à 2 raisonnements tout à fait cohérents, mais incompatibles. Alors, nous avons vu le point de vue des parents d'Audrey. Nous allons maintenant voir le témoignage de Marie et de ses parents qui, eux, ont refusé l'implant cochléaire. On n'a sans doute pas le temps de développer tous les pour et les contre. Nous sommes allés nous informer, nous sommes allés sur place dans les centres qu'on pensait les meilleurs. Mais finalement, ce qui nous a convaincus, nous, c'est nos contacts avec des sourds. Nous avons regardé autour de nous et nous avons constaté que les gens qui nous semblaient heureux, qui nous semblaient des gens dont nous avions envie que Marie un jour s'inspire, étaient souvent des gens qui... étaient des gens sourds, étaient des gens qui ne vivaient pas suspendus à des restes. Et nous avions l'impression que pour quelqu'un de sourd, il était plus facile, probablement comme adulte, de se vivre comme sourd, que d'être entre 2 mondes avec quelque chose de tout à fait déficient qui vous relie à un monde majoritaire, mais auquel vous n'avez pas vraiment accès. Ça, c'était finalement notre décision finale. Oui. Et elle est venue avec nous, et elle a vu des vidéos, et elle a vu des rééducations d'enfants implantés, et elle a vu des enfants implantés. Et puis on a rencontré des sourds qui font comme ça l'implant. Ça nous a quand même un peu bouleversés, elle aussi, je pense. Et puis elle s'est fait de son côté son opinion. Oui, on a parlé ensemble, mais ce qui était remarquable pour nous, c'est qu'à un moment, comme c'était quand même l'époque où elle disait « j'aimerais t'entendre, j'aimerais t'entendre, j'aimerais entendre ta voix quand tu dis bonjour chérie, etc. » Ça pinçait là quand même. Et ce qui était remarquable pour nous, c'est que après avoir beaucoup parlé, on n'en a plus parlé. Nous étions arrivés à la décision, nous n'allons pas le faire. Nous allons prendre cette responsabilité et nous allons devoir lui dire et soutenir son éventuelle déception, colère, chagrin. Mais au moment où on était prêt à en parler, c'est elle qui en a reparlé la première et qui a dit, au fond, j'aime autant pas. Alors nous lui avons dit que nous étions arrivés à la décision de ne pas. Et donc c'était un très bon moment, ça. Mais après... En fait, elle a dit ça autrement. Elle a dit, en fait, je suis sourde et je resterai comme ça. J'ai réfléchi, je suis sourde et moi je crois qu'il ne faut pas toucher à ça. Et nous avons eu l'impression de devoir vraiment porter cette responsabilité seule. Et du côté des partenaires professionnels, ils nous ont beaucoup renvoyé ça. On espère que vous n'allez pas le regretter un jour. Et alors on a dit peut-être que oui. Mais nous devrons faire avec ça si nous le regrettons. Et vis-à-vis de Marie, que l'enfant ait été implanté ou pas, un jour, il peut être amené à reprocher ça à ses parents. Mais dans les 2 cas, il faut porter ça. Marie, encore une fois, est probablement un cas d'exception parmi les enfants sourds. Mais ne peut-on pas aussi la voir comme un espoir? Elle est tout à fait bilingue. Son français écrit est impeccable et elle maîtrise parfaitement la langue des signes.
Le théâtre, elle aime ça depuis qu'elle est toute petite et elle est évidemment une fan d'Emmanuel Laborie. Dis-nous un peu ce que tu aimes tant chez elle. Ben, c'est difficile pour moi à expliquer. Pour moi, j'adore le théâtre. Pour moi, c'est une vedette du théâtre. Au niveau des entendants, ben, ils ont aussi... il y en a qui adorent Tom Cruise. Eh bien, moi, j'adore. C'est une sourde. Je l'adore. Je l'aime beaucoup. Elle dit à un moment donné que se retrouver entre sourds, c'est tellement plus agréable. Est-ce que tu penses ça aussi? Oui, absolument. Oui, oui. Avec les sourds, pour moi, je suis très cool. J'adore, c'est beaucoup plus facile au niveau de la communication et ça passe très bien. Avec les entendants, là, c'est plus difficile pour moi. J'ai des difficultés, là. C'est vrai, lorsque j'attends le bus pour aller à l'école, si je vois une copine qui est dans ma classe, je lui dis bonjour, on discute de l'actualité, mais j'ai pas envie d'aller vers eux, parce que je ne ressens pas les mêmes sensations. C'est vrai que, comme je ne parle pas comme une entendante, on ne sait peut-être pas que je suis sourde, donc on ne comprend pas très bien. Je suis partie en 2 semaines en vacances, par exemple. Et là, tout de suite, il y a eu un contact très direct, parce que j'avais déjà des amis. Là, c'est plus difficile avec des entendants. Et là, Marie fait allusion à une organisation importante dans la vie des jeunes sourds, la SBL CRÉE. Le CRÉE organise depuis 22 ans, en plus des fameux camps de vacances, des animations scolaires et parascolaires avec des animateurs sourds pour permettre aux enfants de vivre des expériences positives en langue des signes. Et qu'est-ce que ce serait pour toi la société idéale pour ton avenir? Ah, là, c'est une bonne question. Au niveau de l'école, c'est vrai que j'ai toujours été avec des entendants, depuis toujours. Donc je crois qu'il vaut mieux ne pas changer. C'est vrai qu'à ce niveau-là. Mais pour la vie, dans la vie courante, là, je suis habituée d'avoir accès aux 2 mondes. C'est vrai que j'ai beaucoup d'amis entendants et j'ai beaucoup d'amis sourds. Donc là, pour moi, c'est difficile. Je n'ai jamais pensé à cela. Est-ce que je fais partie d'un monde? Non, non. Pour moi, depuis toute petite, j'ai toujours été dans les 2 mondes, dans le monde des entendants, dans le monde des sourds. C'est comme ça.